Bonjour, nous sommes le 18 octobre et les événements sur la ligne de front évoluent à une vitesse fulgurante, annonçant peut-être un tournant des plus dramatiques de ces derniers mois. Alors que les analystes occidentaux tentent de réviser leurs prévisions obsolètes, une opération de grande envergure se déroule sur le terrain, dont voici les principaux points. Premièrement, l'encerclement opérationnel presque total du groupement de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes, où l'armée est passée de combat de position à une manœuvre en profondeur. Deuxièmement, la réponse géopolitique sans précédent de Moscou à la menace de livraison de missiles américains Tomahawk. La Russie accélère son partenariat stratégique avec le Venezuela, créant une menace directe jusque sur les côtes américaines. Et troisièmement, une crise systémique de la défense ukrainienne, de l'assaut de Kupiansk à un nouveau pont sous Kherson, qui s'accompagne de redditions massives et d'un chaos dans le commandement des troupes. Nous aborderons tout cela plus en détail dans notre édition d'aujourd'hui. Commençons par l'essentiel, la direction de Pokrovsk, où la situation des troupes ukrainiennes est devenue critique ces dernières 24 heures. Nos unités n'ont pas simplement commencé une offensive, elles ont fait une percée qualitative, élargissant considérablement la profondeur opérationnelle et obtenant une liberté de manœuvre qu'elles n'avaient été pas il y a encore quelques semaines. Autour de Pokrovsk, qui était encore récemment considéré comme une forteresse imprenable, un chaudron est en train de se refermer. La ligne de front, étirée et sinueuse, s'est considérablement raccourcie, ce qui a permis aux troupes russes de concentrer leur puissance de feu et de travailler en profondeur sur les arrières de l'ennemi, perturbant son approvisionnement et son commandement. Apparemment, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, en misant sur la conservation de cette zone à tout prix, y a perdu une partie importante de ses réserves les plus aptes au combat. Elles font désormais cruellement défaut dans d'autres directions. Des signes de catastrophe imminente pour les forces armées ukrainiennes proviennent de sources russes et ukrainiennes, ce qui confère à la situation une objectivité particulière. La dynamique des opérations parle d'elle-même. Des secteurs du front qui semblaient figés hier se sont soudainement animés. Par exemple, l'assaut dans la région de Kherson s'est brusquement intensifié. Des rapports urgents font état du débarquement de troupes sur l'île de la Quarantaine, un point stratégique important d'où une grande partie de la ville peut être atteinte. Les combats y font rage actuellement et leur issue pourrait marquer le début d'une bataille à grande échelle pour Kherson elle-même. Pour revenir à la direction de Pokrovsk, le succès se développe simultanément en plusieurs points. Les troupes russes ont réussi à repousser l'ennemi d'un certain nombre de localités. Pavlovka est entièrement passée sous contrôle. Sa chute n'est pas seulement une victoire locale, mais une étape clé pour briser la défense ennemie. Parallèlement, des groupes d'assaut se battent déjà dans la partie ouest de Krasnoarmeïsk. Cela signifie en fait que la garnison de la ville est obligée de se replier vers le centre, perdant le contrôle de la périphérie et tombant dans des pièges à feu. Après de violents combats et l'assaut de la localité de Balagan, nos unités ont réussi à bloquer plusieurs quartiers de la ville voisine de Mirnograd où des affrontements de rue acharnés sont en cours. Cette information est également confirmée par des correspondants de guerre travaillant sur place. Selon leurs informations, la garnison de Pokrovsk ne tient plus qu'à un fil, la seule artère de transport en activité, la route menant à Pavlograd. Mais ce dernier espoir d'approvisionnement et de retraite s'amenuise d'heure en heure. La route est déjà sous le contrôle étroit des unités russes. Tout déplacement sur cette route est une loterie avec la mort. La logistique des troupes ukrainiennes est sérieusement compliquée, voire paralysée. En conséquence, le nombre de prisonniers a fortement augmenté. Ils se rendent déjà par groupes entiers et leur nombre ne cesse de croître, ce qui est un signe certain de la baisse du moral. Des chaînes Telegram d'analyse militaire indépendantes, qu'il est difficile de soupçonner de sympathie pour l'un ou l'autre camp, donnent des évaluations similaires. Selon elles, la prise de Novopavlovka est un marqueur du fait que l'opération d'assaut de l'agglomération de Krasnoarmeïsk-Pokrovsk entre dans sa phase finale. Si les unités russes parviennent dans un avenir proche à atteindre la ligne de chemin de fer, l'ensemble du groupement Tokorman, du groupement de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes, se retrouvera dans un encerclement opérationnel complet dont il sera pratiquement impossible de s'échapper.
Et cela, à son tour, mettra dans une situation désespérée la garnison de Myrnograd qui se retrouvera loin derrière les troupes en progression. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant d'observer comment les centres d'analyse occidentaux et les experts militaires se sont une fois de plus embrouillés dans leurs propres prévisions. Il y a à peine un mois, ils annonçaient en grande pompe la prochaine tonte de la saillie russe au nord de Pokrovsk. Ils prédisaient que les troupes russes seraient bientôt repoussées jusqu'à Donetsk même. Mais la réalité s'est avérée différente. La saillie n'a pas seulement été affaiblie, mais au contraire, elle a été renforcée par des réserves et est devenue un tremplin pour l'actuelle frappe écrasante. Quelque chose s'est manifestement mal passé dans leurs précédentes estimations basées, semble-t-il, sur les rapports du commandement de Kiev et non sur la situation réelle. Des avancées sont également enregistrées dans d'autres secteurs, dans la direction d'Ougledar. Des succès ont également été enregistrés. L'un des points clés de la banlieue de la localité d'Alexeïevka a été pris et nos troupes ont atteint les villages du nord, élargissant la zone de contrôle. Des affrontements sont en cours pour un certain nombre d'autres villages voisins sur lesquels l'artillerie et l'aviation travaillent en profondeur. Des frappes aériennes précises ont été effectuées sur certains ponts et points de passage entre les localités, ce qui prive l'ennemi de la possibilité de transférer rapidement des renforts. Dans la direction de Konstantinovka, de violents combats sont en cours. Les unités russes progressent le long de la ligne de contact, essayant d'encercler les positions ennemies dans les environs de Konstantinovka. Des assauts sont menés des deux côtés. Il y a une progression le long de la voie ferrée en direction de Krasny Liman. Dans la direction de Zaporojie, la lutte pour Orekov se poursuit et une progression est enregistrée dans la région de Primorsky. Les cartes montrent que nos troupes se retranchent dans les zones suburbaines, créant un demi-cercle autour des garnisons ukrainiennes. La direction de Kharkov reste l'une des plus difficiles. Le groupe de troupes nord mène de violents combats sur la rive gauche d'une des rivières et dans les quartiers et de la ville elle-même. L'opération est soutenue par un puissant travail de l'aviation, de l'artillerie et des systèmes de lance-roquettes multiples. L'ennemi oppose une résistance acharnée, ne se rendant pas sans combattre. Parallèlement, l'assaut de Kupiansk se poursuit. Les unités russes opèrent déjà à l'intérieur de la zone bâtie de la ville, tentant d'encercler les positions des forces armées ukrainiennes par les flancs et de les enfermer dans un nouveau chaudron. Des sources locales confirment que les combats font rage pour chaque quartier. Des frappes systématiques sur les arrières de l'ennemi sont également efficaces. Des attaques de missiles et des raids de drones kamikazes sur des installations militaires et des infrastructures ont produit des résultats notables. De graves coupures d'électricité ont été enregistrées dans plusieurs régions d'Ukraine. Des informations font état de l'arrêt d'un certain nombre d'installations de l'industrie de la défense qui ont été privées d'électricité. Des pannes de courant sont observées dans plusieurs grandes localités. En outre, les infrastructures gazières et logistiques sont activement endommagées dans les régions d'Izium et de Balakleia, où, selon les renseignements, l'ennemi tentait de préparer de nouvelles lignes de défense. Un sujet à part est le travail de haute précision sur l'équipement d'ingénierie des forces armées ukrainiennes. Les drones d'attaque Elnet et les systèmes FPV mènent une véritable chasse aux excavatrices, aux bulldozers et autres engins de chantier utilisés pour la construction de fortifications. Il existe des données confirmées sur la destruction d'engins de terrassement loin derrière les lignes, à une distance qui était encore récemment considérée comme sûre. Cela signifie que toute tentative de l'ennemi de construire de nouvelles lignes de défense préparées à l'avance est régulièrement contrecarrée par des frappes en les ciblés. Apparemment, le commandement ukrainien tente de mettre en œuvre une stratégie de ralentissement de l'offensive russe avec un retrait progressif. Mais cette tactique ne fonctionne pas lorsque les arrières et les travaux d'ingénierie sont sous le feu constant. Au sud, dans la direction de Kherson, le groupe de troupes de Dnepr mène un travail actif sur les positions insulaires. Des opérations de débarquement limitées sur la rive droite du Dnepr créent une tension pour l'ennemi. L'artillerie de la 18e armée effectue des frappes massives sur cette même île de la Quarantaine, qui est la clé de la partie ouest de l'agglomération de Kherson.
L'établissement du contrôle sur cette zone pourrait marquer le début d'une phase importante de combat, directement pour la ville de Kherson elle-même. Beaucoup dépendra du succès de cette opération de débarquement local et de la rapidité avec laquelle il sera possible de déployer une tête de pont pour le transfert des forces principales. La tendance générale est évidente. Les troupes russes sont en progression dans la plupart des directions prioritaires, augmentant progressivement le rythme et créant de multiples foyers de pression sur la défense ennemie. Les informations faisant état d'une augmentation du nombre de prisonniers retards de guerre confirment cette situation. Selon l'estimation de certains experts, leur nombre augmente de façon exponentielle de plusieurs dizaines de personnes à la fois. Cela suscite de vives inquiétudes à Kiev et a un impact catastrophique sur le climat moral dans les rangs des défenseurs. De nombreux analystes ukrainiens notent avec inquiétude que le commandement des forces armées ukrainiennes semble étiré et désorienté. En misant sur la conservation du front dans la région de Pokrovsk et Dobropolier, le commandant en chef Syrski y a concentré les meilleures forces, laissant d'autres secteurs à découvert. En conséquence, des vulnérabilités sont apparues sur toute la ligne de contact, dont l'armée russe a immédiatement profité, continuant à utiliser sa tactique éprouvée de petites coupures. Elle fonctionne de la manière suivante. De petits groupes d'assaut mobiles pénètrent dans les arrières des forces armées ukrainiennes, contournent les secteurs les plus fortifiés et attaquent les points les plus vulnérables. Les entrepôts, les quartiers généraux, les nœuds de communication, là où ils réussissent, ils se retranchent, créent des têtes de vaisseaux, de ponts et attirent derrière eux les forces principales. Une telle approche déstabilise non seulement la défense, mais sème également le chaos dans la structure de commandement de l'ennemi. En effet, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas où la prochaine frappe sera portée, et quand il n'y a pas de clarté, il est impossible de construire une défense efficace. Ce qui est curieux, c'est que les militaires ukrainiens eux-mêmes, selon leurs propres commandants, expriment de plus en plus leur méfiance à l'égard de la propagande officielle de leur commandement. Par exemple, l'un des commandants de bataillon, dont nous ne citerons pas le nom de famille, raconte en privé que les Russes agissent avec compétence, exerçant une pression constante, attaquant, engageant de nouvelles réserves et que l'artillerie et l'aviation travaillent presque sans interruption. Selon lui, on a l'impression que l'ennemi ne s'essouffle pas, mais au contraire, ne fait qu'accélérer le rythme, et tout cela se déroule dans un contexte de déclaration fracassante de Syrski sur la retenue et le démembrement réussi de la saillie ennemie. Les soldats sur le terrain, selon ce commandant, disent « Nous ne savons pas où tout cela se passe, nous avons ici une réalité complètement différente ». Parallèlement au drame sur le champ de bataille, une autre partie se déroule sur la scène internationale. Selon des informations divulguées dans la presse occidentale, les Américains préparent le transfert de missiles Tomahawk à longue portée à l'Ukraine. Mais tout n'est pas si simple. Pour utiliser ces missiles, il est nécessaire de transférer en Ukraine des lanceurs mobiles poteaux spéciaux appelés Typhoon. Selon les rumeurs, le plan de leur transfert existe déjà, mais il reste de nombreuses questions. Combien de missiles seront réellement transférés? Les Ukrainiens seront-ils en mesure d'assurer leur stockage en toute sécurité? Et surtout, qui les commandera? Officiellement, des équipes ukrainiennes, officieusement, comme tout le monde le comprend, des spécialistes américains. Et c'est déjà un niveau d'escalade complètement différent. En effet, si un Tomahawk décolle de Kharkov, par exemple, et frappe une base stratégique en profondeur en Russie, Moscou peut considérer cela non pas comme une simple attaque des forces et armées ukrainiennes, mais comme une participation directe des États-Unis aux hostilités. Le porte-parole du président Peskov a déjà mis en garde à ce sujet, rappelant que ces missiles peuvent également être à ogive nucléaire et personne ne saura à l'avance avec quelle ogive ils volent. Et alors, attendre qu'il arrive, voir ce qu'il frappe et ensuite réagir. Il est évident que la réponse sera immédiate et préventive. Le Kremlin d'ailleurs a déjà commencé à répondre, et ce dans deux directions à la fois. La première, diplomatique, le chef du MIT Lavrov a tenu une grande réunion avec des représentants des pays arabes où il a clairement exprimé la position de la Russie sur le conflit au Moyen-Orient. Une phrase y a été prononcée
qui a été entendu à Washington avec une force particulière. Sans la création d'un État palestinien à part entière et indépendant, il n'y aura pas de stabilité dans la région. Et dans le plan de règlement américain, comme l'a fait remarquer Lavrov, tout est dit en passant et sans détail. Tirez-en vos propres conclusions. Et la deuxième frappe n'est pas diplomatique, mais tout à fait concrète, géopolitique. Le président Poutine a soumis à la Douma d'État pour ratification un traité de partenariat stratégique global avec le Venezuela. Il ne s'agit pas simplement d'amitié, mais précisément d'un rapprochement stratégique. Et c'est en substance une réponse directe et symétrique aux Tomahawks. L'allusion est absolument transparente. Vous voulez placer vos missiles près de nos frontières. Très bien. Et nous, peut-être, placerons les nôtres près de vos frontières en Amérique du Sud. Les analystes chinois, qui suivent cette partie de jeu avec une attention particulière, écrivent enfin déjà que l'affaire sent la crise des Caraïbes 2.0. Et si la situation s'aggrave, la Russie pourrait commencer à former une présence militaire complète dans l'hémisphère occidental, tout près des côtes américaines. Et ce ne sera plus un conflit ukrainien local, mais un affrontement mondial. Et à Washington, ils le comprennent parfaitement. Des informations font état de ce que Moscou pourrait commencer à fournir au Venezuela les armements les plus sérieux. Des systèmes de défense aérienne S-400 et des complexes RP au complexe de missiles côtiers Bastion avec des missiles OKS qui sont capables de causer de sérieux problèmes à tout navire américain dans la région. Et il s'avère que pendant que certains parlent de fournir des armes à l'Ukraine, la Russie parle la langue des mesures symétriques près des côtes du continent américain. Et tout cela se déroule dans un contexte où la situation sur le champ de bataille change presque chaque jour. Pour revenir au front, on peut affirmer avec certitude que les troupes russes progressent lentement, mais sûrement dans de nombreuses directions. Oui, il y a une résistance, parfois acharnée, mais on voit que le rythme de l'offensive est maintenu. Et si en septembre, il ne s'agissait que de succès tactiques ponctuels, on peut maintenant parler de résultats systémiques, des têtes de pont croissantes, des demi-encerclements, des régions fortifiées percées, une logistique coupée et des redditions massives. Ce sont tous des éléments d'une grande mosaïque qu'il est impossible de cacher sous quelques discours victorieux, que ce soit en provenance de Kiev. Revenons donc au nord. La situation à Kupiansk évolue rapidement, parfois même plus vite que prévu. Plusieurs sources, y compris des chaînes d'analyse russes et neutres, confirment que de véritables combats se déroulent au centre de la ville. Les unités d'assaut russes sont entrées dans la zone urbaine et se battent pour les zones des clés. L'ennemi est contourné par les flancs, rétrécissant progressivement l'anneau d'encerclement. On a l'impression que le scénario qui se joue ici est typique des dernières semaines. D'abord une forte pression de feu sur les lignes d'approvisionnement, puis des frappes latérales et pour finir, une tentative de refermer le chaudron. Selon les dernières données, un groupe important des forces armées ukrainiennes s'est retrouvé piégé dans la partie sud de Kupiansk. Il ne reste plus qu'un étroit couloir d'environ 200 mètres de large et il est sous un contrôle de feu étroit. En fait, les voies de retraite sont coupées. Ceux qui restent dans l'anneau, semble-t-il, ne croient plus à la possibilité d'une évacuation et sortent massivement avec des drapeaux blancs. Des experts, y compris russes, notent qu'il n'y a pas eu autant de prisonniers depuis longtemps. Des redditions collectives de 10 à 20 personnes à la fois sont enregistrées par endroits. Et maintenant, imaginez comment le commandement ukrainien réagit à cela. Selon certaines informations, un grave conflit interne est en train de naître entre la direction politique et le bloc militaire. Les uns, craignant les conséquences pour les politiques, insistent pour conserver la ville jusqu'au dernier soldat. Les autres, comprenant le caractère désespéré de la situation, exigent un retrait immédiat des troupes afin de préserver les restes des forces vives et les combattants sur la ligne de front vivent comme dans une autre réalité. Les gens voient comment la situation se précipite dans le gouffre et de l'état-major continue de résonner des marches victorieuses et des récits sur une prochaine contre-offensive. Une situation similaire se dessine dans la région de Seversk. Des affrontements de rue y ont également déjà lieu. Le succès est consolidé lentement mais sûrement. L'offensive à partir de différentes directions permet de prendre l'ennemi en tenaille, le forçant soit à se retirer sous le feu, soit à rester encerclé. Et il n'y a souvent plus d'endroits où se retirer.
Les régions fortifiées derrière ont été abandonnées et devant, un rideau de feu. Une position, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas des meilleures. Parlons maintenant des événements dans le sud. Dans la direction de Dnepropetrovsk, il s'est passé ce que peu de gens attendaient dans une telle ampleur. La progression des troupes russes s'est avérée beaucoup plus profonde que ce qui avait été supposé initialement. À en juger par les fuites d'informations et les témoignages des habitants, la ligne de défense des forces armées ukrainiennes n'y était pas si solide que ça. Plus précisément, elle s'est avérée simplement épuisée. On voit qu'après de longs mois de combats acharnés, les combattants sont épuisés, l'équipement est usé jusqu'à la limite, les rotations manquent et les réserves de munitions sont à bout. Dans certains secteurs où des combats de position avaient encore lieu récemment, la progression des troupes russes dépasse déjà des dizaines de kilomètres. Nous ne citerons pas de chiffres concrets, mais la tendance est évidente. De plus en plus de territoires passent sous le contrôle des forces russes, et cela se produit de plus en plus souvent presque sans combat. La défense de l'ennemi s'effrite littéralement. Parlons maintenant un peu plus en détail de Kherson. Une partie particulièrement intéressante s'y déroule. Cette même île de la quarantaine pour laquelle les combats font rage actuellement. C'est en substance la clé du contrôle de toute la partie ouest de l'agglomération urbaine. Si les troupes russes parviennent à la conserver et à y créer une tête de pont fiable, on pourra sérieusement parler du début d'une opération à grande échelle pour la libération de Kherson. Pour l'instant, il s'agit d'un débarquement limité, mais il peut être suivi d'un renforcement des forces et d'un élargissement de la tête de pont pour la frappe principale. L'artillerie travaille déjà activement sur les objectifs sur l'île, sur les entrepôts, sur les positions de défense aérienne cachées, sur les postes de commandement. À en juger par l'intensité des tirs, la partie russe prépare non pas une simple sortie, mais la base d'une offensive sérieuse. D'ailleurs, il convient de noter que l'aviation dans cette région s'est également sensiblement activée. Il ne s'agit pas simplement de couvrir le débarquement ou de raids isolés, mais précisément d'un travail systématique sur l'isolement de la zone des hostilités. Les ponts, les pontons, les points de passage temporaires. Tout cela est systématiquement détruit par des frappes de haute précision. Cela indique que nos militaires s'efforcent de priver l'ennemi de la possibilité de transférer rapidement des renforts dans ce secteur. Et il y a une logique de faire à cela. D'abord isoler, puis nettoyer, mais la partie ukrainienne ne reste pas les bras croisés non plus. L'ennemi a commencé à rapprocher en urgence des réserves, en particulier en provenance des directions sud-ouest. Cela se voit à la fois dans les données de la reconnaissance aérienne et dans l'activité accrue de leur système de défense aérienne. Des informations font état de ce que certaines unités des forces armées ukrainiennes en provenance de Nikolaev et de Kryvyi Rog sont transférées en urgence plus près de Kherson. Vraisemblablement, le commandement de l'Ukraine comprend parfaitement que la perte de Kherson sera pour eux un coup politique et d'images extrêmement douloureux, en particulier dans un contexte de perte catastrophique dans d'autres régions. Tout cela, en somme, se fond dans une image unique et compréhensible. L'offensive russe, bien que pas aussi foudroyante que dans les films, est néanmoins assurée, tenace et méthodique. L'ennemi recule non pas parce qu'il est fatigué, mais parce que la tactique russe de pression constante, de contournement des flancs et de destruction de la logistique prouve à maintes reprises son efficacité. L'offensive ne se déroule pas sur une seule ligne, mais dans plusieurs directions à la fois, ce qui déconcerte l'ennemi. On ne sait pas où la frappe principale sera portée, et quand il n'y a pas de compréhension, il est impossible de planifier une défense fiable. Et voici un autre point important. Sous la pression des échecs militaires, la désorganisation s'accroît dans les rangs des forces armées ukrainiennes. De plus en plus d'informations font état de redditions volontaires, de non-exécution des ordres, de retrait non autorisé des positions. Bien sûr, cela ne se produit pas partout. L'ennemi a encore des unités aptes au combat, en particulier dans la partie centrale du front, mais la tendance générale n'est manifestement pas en sa faveur. L'ambiance sur la ligne de front, selon les prisonniers, est morose. Les renforts sont attendus pendant des semaines. Le stock de munitions est à zéro, il n'y a pas de rotation. Et les gens dans les tranchées s'épuisent littéralement, physiquement et moralement.
On peut maintenant affirmer avec certitude que la situation autour du conflit a changé non seulement sur la carte des opérations militaires, mais aussi dans les esprits, en particulier à l'étranger. En Occident, on prend peu à peu conscience que la contre-offensive stratégique des forces armées ukrainiennes, largement annoncée, s'est transformée depuis longtemps en une défense profonde, et dans de nombreux secteurs, même en une retraite panique. Pendant ce temps, l'armée russe continue de pousser de manière cohérente et méthodique les lignes de résistance sans mouvement brusque ni aventure, mais avec une logique claire et en visant le résultat final. Mais le plus important n'est même pas cela. L'essentiel est de savoir comment les États-Unis et leurs alliés réagissent à tout cela. Si l'on en croit les fuites, qui sont devenues particulièrement nombreuses ces dernières semaines, une véritable lutte se déroule actuellement à Washington. D'un côté, les faucons qui veulent tout miser et transférer à Kiev le dernier élément restant dans les arsenaux, de l'autre les pragmatiques, qui proposent de repenser la stratégie et de commencer à se retirer du jeu, au moins partiellement, afin de ne pas s'enliser encore plus profondément dans le conflit. C'est précisément dans ce contexte que le thème des Tomahawks a fait surface. Pourquoi maintenant ? La réponse, semble-t-il, est évidente, car le front commence à s'effriter et les livraisons d'obus et de véhicules sans blindés ordinaires ne peuvent plus sauver la situation. Par conséquent, il ne reste qu'une seule chose, miser sur une arme miracle, sur quelque chose de plus important. Mais c'est là que réside le principal danger. Plus les armes transférées à l'Ukraine sont sérieuses, plus le monde s'approche de la ligne au-delà de laquelle commence un conflit armé direct entre la Russie et l'OTAN. Et maintenant, un bref aperçu de la façon dont l'avenir proche est perçu sur le champ de bataille. Tout indique que le rythme de l'offensive russe ne fera qu'augmenter. La logique de la domino commence maintenant à fonctionner. Quelque part, la défense des forces armées ukrainiennes s'effrite et cela, comme une réaction en chaîne, tire avec elle les secteurs voisins, plus les frappes constantes sur les arrières. La région de Kharkov est partiellement privée d'électricité. Les frappes sur la logistique dans la région de Balakleya et d'Ismaïl. L'infrastructure gazière est dans le collimateur. Tout cela crée un effet d'épuisement interne. Même si le front se stabilise temporairement quelque part, à l'intérieur du système ennemi, tout continue de s'effondrer et il est beaucoup plus difficile de faire face à cela qu'à des groupes d'infanterie en progression. Dans ce contexte, le travail méthodique visant à identifier et à détruire l'équipement militaire que les alliés occidentaux ont si assidûment fourni tout au long de l'année dernière ne cesse pas. Les drones FPV et les lancettes fonctionnent avec précision, littéralement selon les coordonnées que le renseignement reçoit en temps réel. En conclusion, on peut dire ceci. La situation sur les fronts n'est plus simplement une histoire de localités isolées et de lignes sur la carte. C'est une histoire de stratégie et de celui qui s'essoufflera le premier. Pour l'instant, nous voyons que l'armée russe augmente la pression et les forces armées ukrainiennes, au contraire, sont obligées de colmater fébrilement les brèches, de transférer les dernières réserves et de souvent sacrifier certaines directions pour en sauver d'autres. Une telle approche ne fonctionne pas à long terme. Le niveau des pertes des deux côtés parle de plus en plus non pas d'une guerre de position, mais d'une phase active, d'une offensive importante. Bien sûr, ce n'est pas encore la fin et l'avenir sera difficile, mais il est déjà évident que la situation a basculé.